Manchester, Angleterre, février 1941. À 18h précise, l'équipe de nuit entre en service à la Royal Ordnance Factory. La nuit s'abat sur les quartiers industriels d'un seul coup. Les rideaux de blackout sont déjà tirés. À l'intérieur, sous une lumière électrique crue, 5700 hommes et femmes prennent à leur poste. Ils ne fabriquent pas de bombes, ils n'assemblent pas d'avions, ils produisent quelque chose de plus petit, quelque chose que presque personne ne voit. Ce qu'ils fabriquent constitue pourtant la base de chaque arme, de chaque moteur, de chaque avion qui quittera le sol britannique. Ils construisent la précision, 10 millièmes de pouce après 10 millièmes de pouce. Avant d'aller plus loin, si ce genre d'histoire t'intéresse, celle des mains invisibles qui ont rendu la victoire possible, pense à t'abonner. Ce sont les ingénieurs oubliés, les innovateurs silencieux, ceux dont les noms n'apparaissent pas dans les manuels, mais sans qui l'histoire n'aurait pas eu lieu. Au début de 1941, le problème de la Grande-Bretagne n'était pas un manque d'usines, c'était une crise de précision. Le matériel américain livré dans le cadre du prêt-de-bail arrivait dans des caisses marquées de dimensions que les Britanniques ne pouvaient pas vérifier. Les canons fabriqués au Canada ne s'adaptaient pas aux culasses britanniques. Les pièces d'avion venues d'Australie devaient être limées, ajustées, reprises à la main avant d'être montées. Les tolérances étaient proches. Petit les trois, mais jamais identiques. Sur une chaîne d'assemblage de Spitfire, 6 minutes pouvaient être perdues pour un seul support moteur. Multiplie cela par 12 000 avions, le calcul ne laissait aucune place à l'indulgence. L'interchangeabilité, la promesse même de la production de masse s'effondrait sous le poids de normes incompatibles. Depuis 1841, le filetage Whitworth dominait l'ingénierie britannique. Joseph Whitworth, outilleur de Manchester, mort en 1887, avait créé le premier standard national de vis au monde, un angle de 55 degrés, des sommets et des fonds arrondis. Ce standard avait bâti l'Empire victorien. Il avait armé les tranchées de la Première Guerre mondiale. Mais en 1939, il appartenait déjà au passé. Les États-Unis utilisaient un pas différent. Le Canada s'alignait sur les normes américaines, et même au sein du Royaume-Uni, certaines usines anciennes travaillaient encore avec leur propre calibre d'atelier, réglé au feeling, selon un savoir transmis de génération en génération. Il n'existait aucune vérité universelle, seulement des approximations concurrentes. Le ministère de l'Approvisionnement comprit ce que beaucoup ignoraient encore. La précision ne dépendait pas de machines plus puissantes, elle dépendait de la mesure. Un tour n'est jamais plus précis que le calibre qui le règle. Une fraiseuse ne coupe juste que si la norme qu'elle suit l'est elle-même. Or, en 1941, les standards britanniques étaient dispersés dans une centaine d'ateliers différents, tous légèrement divergents, tous convaincus d'avoir raison. La guerre exigeait l'unification, non par la force mais par les microns. La solution prit la forme d'un mémorandum daté du 12 mars 1941. Document classifié envoyé à 6 grandes entreprises d'ingénierie des Midlands et du Nord. Les instructions étaient sans ambiguïté. Créer des centres centralisés de production de calibre. Recruter et former 5000 travailleurs en moins de 90 jours. Produire des jauges de contrôle précises au 10 millième de pouce, pas au millième, pas au centième, au 10 millième. Un cheveu humain mesure environ 2 millièmes de pouce. La tolérance exigée était 5 fois plus fine encore. La plupart des machinistes n'avaient jamais travaillé à de tels niveaux. Beaucoup pensaient que c'était impossible en dehors d'un laboratoire. À Manchester, le document arriva sur le bureau d'Arthur Fenton, ingénieur en chef d'une ancienne usine de locomotives réquisitionnée par l'État. Fenton avait 62 ans. Il avait fait son apprentissage auprès d'hommes qui avaient connu Whitworth en personne. Il savait exactement quel héritage on lui demandait de porter. Whitworth avait présenté à l'exposition universelle de 1851 une machine capable de mesurer au millionième de pouce. Presque un siècle plus tard, on demandait à ce standard de quitter le domaine de la démonstration pour entrer dans celui de la survie. Fenton lut le mémorandum 2 fois, puis il descendit sur le plancher de l'usine. Le bâtiment était vide depuis 18 mois. La poussière recouvrait les machines. Les ponts roulants restaient suspendus, immobiles. Il s'arrêta au centre de l'atelier et fit ses calculs mentalement. 5700 personnes, 3 équipes, 16 machines de contrôle par équipe. Des matières premières arrivant par rail toutes les 48 heures. Des jauges terminées, inspectées, calibrées, certifiées et expédiées sous 72 heures. 0 défaut.
zéro compromis. Il s'accorda une minute de doute. Puis il se mit au travail. Le premier obstacle fut humain. Les machinistes qualifiés du pays étaient déjà mobilisés ailleurs. Certains construisaient des chars, d'autres des moteurs d'avion. Les opérateurs capables de rectifier à des tolérances de quelques dixièmes de millièmes de pouce valaient plus cher que des pilotes. Ils étaient irremplaçables. Fenton devait former une nouvelle main-d'œuvre, et elle serait majoritairement féminine. Le recrutement débuta fin mars 1941. Des affiches épargnojotes apparurent dans les mairies du Lancashire, du Yorkshire et des Midlands. Le vocabulaire était soigneusement choisi, travail de précision, main sûre, tâches essentielles. Aucun mot sur les jauges, aucun chiffre, seulement une impression d'importance. Les femmes arrivèrent par centaines. Certaines venaient des filatures, d'autres avaient été vendeuses, secrétaires, institutrices. Quelques-unes n'avaient jamais tenu un outil de leur vie. Fenton les reçut lui-même. Il ne demanda ni diplôme, ni expérience. Il leur demanda d'enfiler une aiguille, les yeux bandés. Celles qui y parvenaient étaient engagées sur le champ. La formation durait 6 semaines. La première fut une humiliation. On leur confia des micromètres et on leur demanda de mesurer des blocs d'acier au millième de pouce près. La plupart échouèrent. Le tambour du micromètre comportait 25 graduations, chacune correspondant à 4 10 millièmes de pouce. Lire l'instrument exigeait une rigueur mathématique que beaucoup n'avaient jamais pratiquée, et ce n'était que le début. La lecture de ces instruments exigeait des mathématiques que la plupart n'avaient jamais pratiquées. On leur apprenait à compter à rebours, à soustraire à partir d'une cote nominale, à comprendre que le zéro sur l'échelle ne signifiait pas une dimension nulle. Il indiquait simplement que la broche et l'enclume étaient en contact. Toute mesure était relative, jamais absolue. Les instructeurs étaient des hommes trop âgés pour le combat, des machinistes dans la soixantaine ou la soixante-dizaine. Ils avaient appris leur métier avant la Première Guerre. Ils passaient sans effort des fractions au décimal, parlaient les deux langages comme un seul, 3, 32, 0,09 375, aux femmes de faire la traduction. Certaines comprenaient immédiatement. D'autres y passaient des jours entiers. Celles qui ne parvenaient pas à maîtriser les fractions étaient affectées à l'emballage et à l'expédition. Celles qui y arrivaient entraient en 2e semaine. Le contrôle de la température fut enseigné dans un entrepôt reconverti, sans chauffage. Ce n'était pas un hasard. Les formateurs apportèrent des blocs étalons en acier stockés dans des lieux différents. L'un dans une pièce froide, l'autre dans un bureau chauffé, le troisième à l'extérieur. Tous étaient censés mesurer exactement 1 pouce. Les femmes les mesurèrent. Le bloc froid donnait 0,997 pouces. Le bloc chaud, 1,3. Celui resté dehors variait selon la météo. L'écart atteignait 6 10 millièmes, suffisant pour condamner une série entière. Le message était limpide. La température de la salle devait rester constante, 68 degrés Fahrenheit toute l'année. L'été, les fenêtres restaient closes. L'hiver, les radiateurs tournaient sans interruption. Les ouvrières apprirent à s'habiller par couches, garder les mains tièdes, jamais chaudes. Un calibre touché par des doigts froids se réchauffait et se dilatait. Touché par des doigts chauds, il absorbait encore plus de chaleur et se dilatait davantage. Le contact idéal était neutre, sans échange d'énergie, comme si l'on manipulait un être vivant qu'il ne fallait pas perturber. On leur enseigna aussi que l'huile était l'ennemi. La peau humaine en sécrète en permanence, même à travers des gants de coton. Une simple empreinte digitale sur une surface finie pouvait provoquer de la corrosion en quelques heures. Les femmes devaient toujours saisir les calibres par les arêtes, jamais par les faces. Si un contact était inévitable, la pièce était aussitôt nettoyée avec un chiffon imbibé d'acétone, séché, puis déposé sur des patins de feutre, jamais sur du métal nu, jamais sur du bois. Le feutre ne conduisait pas la chaleur, ne rayait pas, n'absorbait pas l'humidité. À partir de la 3e semaine, elles commencèrent le meulage. Pas encore le travail final. D'abord, apprendre les machines. Meuleuse à bande, rectifieuse plane, rectifieuse cylindrique. Chacune était équipée d'une meule tournant à plusieurs milliers de tours par minute, sertie de diamants, refroidie par un fluide de coupe. Le meulage produisait de la chaleur. Trop de pression, et le métal brûlait, bleuissait, se déformait. Trop peu, et la meule se glaçait, cessait de couper, générant de la chaleur par friction sans enlever de matière. L'équilibre s'apprenait par l'échec.
Elles travaillaient sur des pièces d'entraînement, de l'acier de rebut, des ébauches rejetées. Elles apprirent à écouter, une coupe nette produisait un son doux, une mauvaise coupe criait. La 4e semaine était consacrée au rodage, l'étape la plus délicate. Le rodage retirait de la matière en quantité mesurée en millionièmes de pouce. L'outil était d'une simplicité trompeuse, une plaque plate en fonte et une pâte abrasive. Cette pâte contenait des particules d'oxyde d'aluminium, chacune de quelques microns seulement. Le calibre était pressé contre la plaque et déplacé selon des mouvements en 8 à pression et vitesse constante. La pâte attaquait les points hauts, laissait les points bas intacts. Peu à peu, la surface devenait plane. Pas visiblement plane, mais mesurablement plane. Plane à 2 millièmes de pouce près sur toute sa largeur. Les femmes apprirent à sentir la différence entre la coupe et le polissage. Au début, la pâte mordait, la surface accrochait. Puis, progressivement, la résistance diminuait. Le calibre se mettait à glisser. Dès qu'il glissait, le rodage devait s'arrêter. Continuer au-delà ne faisait que produire de la chaleur. La chaleur provoquait une dilatation. La dilatation introduisait une erreur. Il fallait s'arrêter exactement à l'instant de la transition. Certaines y parvenaient en 21 minutes. D'autres avaient besoin d'1 heure. La vitesse n'avait aucune importance. Seule comptait la justesse. La 5e semaine était dédiée au contrôle. Les femmes apprirent à utiliser les machines de mesure. Ce n'étaient pas des micromètres, mais des comparateurs de précision construits avant la guerre et recalibrés pour une exactitude au 10 millième de pouce. Le calibre était placé entre 2 enclumes planes. Un levier amplifiait le moindre écart par rapport à la cote nominale. Un cadran gradué au 10 millième indiquait la valeur. 3 mesures étaient relevées, puis le calibre était tourné de 90 degrés. 3 autres mesures, puis encore 90 degrés. 9 mesures au total. Si l'écart maximal entre 2 lectures dépassait 2 10 millièmes, la pièce était rejetée. Sans débat. Sans interprétation. Les chiffres seuls faisaient une foi. La dernière semaine était consacrée à la certification. On leur enseigna à marquer, emballer et documenter. Chaque calibre recevait un numéro de série frappé sur la queue, jamais sur la surface de mesure. Le poinçon était minuscule, haut d'un 16e de pouce, frappé à la main avec un chasse-chiffre et un petit marteau. Un seul coup. Trop fort, le métal se déformait. Trop faible, le numéro ne prenait pas. Elles s'exercèrent 3 jours sur des rebuts avant de toucher aux pièces de production. L'emballage exigeait autant de soin que la fabrication. Les calibres des rames étaient enveloppés dans du linge huilé. L'huile empêchait la rouille, le tissu évitait les rayures. Chaque pièce était placée dans un logement individuel en bois à l'intérieur d'une caisse ajustée. Aucun calibre ne devait en toucher un autre. La caisse était étiquetée, destination, quantité, date de certification, puis scellée à la cire. Un sceau officiel, traçable. Si une caisse arrivait avec un sceau brisé, les calibres étaient retournés sans même être inspectés. L'intégrité comptait plus que la commodité. Au terme des 6 semaines de formation, il ne restait qu'environ 60% des recrues. Les autres avaient été réaffectées, non pas parce qu'elles avaient échoué, mais parce que la précision n'était pas faite pour tout le monde. Elle exigeait une patience proche de l'obsession, la capacité de répéter 800 fois le même geste sans la moindre variation, le goût du détail invisible à l'œil nu, l'acceptation que, presque juste, ne suffisait jamais. Quelques personnes possédaient ce tempérament, la plupart non. Celles qui l'avaient devinrent l'ossature du système de mesure britannique pendant les 4 années suivantes. Les machines, elles aussi, furent transformées. On repartit d'équipements de rectification d'avant-guerre. Les tours furent recalibrées, les plaques de référence furent resurfacées à la main à l'aide de bleus d'ingénieur, selon la méthode que Whitworth avait popularisée dans les années 1830. 3 plaques servaient de référence. Chacune était grattée contre les 2 autres jusqu'à ce que les 3 soient têtes et parfaitement planes. 14 jours de travail pour un seul jeu. C'était long. C'était fastidieux. Et c'était exact. Il n'existait aucun raccourci. En mai 1941, la première série de production démarra. Des calibres tampons, des calibres à bagues, des jauges de filetage pour le standard britannique Whitworth, le British Standard Fine, ainsi que les nouveaux filetages unifiés en cours d'adoption pour assurer la compatibilité avec les États-Unis. Chaque calibre était usiné, trempé, rectifié, puis rodé à sa dimension finale. Ensuite, il n'était pas mesuré 1 fois, mais 7 fois.
3 inspecteurs différents travaillant indépendamment à l'aide de 3 machines de mesures distinctes. Si les 7 mesures concordaient à 2/10 millième de pouce près, la pièce était acceptée. Sinon, elle était détruite. Aucune retouche, aucune seconde chance. La précision ou rien. Le premier mois, le taux de rebut atteignit 47%. Fenton ne paniqua pas. Il parcourut l'atelier. Il observa les gestes. Il remarqua que les femmes les plus jeunes, celles de moins de 25 ans, avaient la main plus stable. Les ouvrières plus âgées apportaient de l'expérience, mais après 50 ans, de légers tremblements apparaissaient. Il réorganisa les postes. Les plus jeunes furent affectés aux surfaces finales. Les plus âgés à l'inspection et à l'étalonnage. La production s'améliora. En juin, le taux de rejet tomba à 18%. En août, à 9%, le système apprenait. Mais la pression, elle, augmentait. Des rapports arrivaient d'Afrique du Nord. Les chars britanniques tombaient en panne plus vite que ceux des Allemands, non à cause de défauts de conception, mais de problèmes d'ajustement. Une bielle usinée à Birmingham ne correspondait pas à un vilebrequin fabriqué à Coventry. Sur le terrain, des mécaniciens ajustèrent les pièces à la lime, sous le feu, dans le désert. Le XIXe siècle faisait son retour en pleine guerre industrielle. Une production artisanale au cœur d'un conflit de masse. Inacceptable. En septembre 1941, le ministère envoya une nouvelle directive, doubler la production et réduire le temps d'inspection. Les 2 exigences étaient incompatibles. Fenton ignora la seconde. Il doubla les équipes. L'usine passa en fonctionnement continu, 24 heures sur 24. Les ouvrières dormirent dans des dortoirs improvisés sur place. 300 femmes se partageaient des couchettes prévues rang Saint-Georges pour 150. Personne ne se plaignit. Le travail comptait plus que le confort. Parmi elles se trouvait une jeune femme nommée Helen Carver, 23 ans, ancienne ouvrière textile originaire de Bolton. Elle avait été affectée au rodage. Le rodage était la toute dernière étape de fabrication des calibres, une plaque de fonte recouverte d'une pâte abrasive très fine sur laquelle la pièce était déplacée en mouvement de 8. La pression venait uniquement de la main, jusqu'à obtenir une surface miroir. Tout reposait sur le ressenti, la capacité à percevoir le moment où la résistance change, où le métal cesse d'être coupé pour commencer à être poli. Hélène le sentait, sans savoir pourquoi. Elle le sentait, tout simplement. Ses mains avaient été formées par des années passées dans les filatures, à enfiler des bobines à grande vitesse, à détecter des fils cassés sans même regarder. Cette sensibilité s'était transposée. À l'usine textile, un fil rompu signifiait une perte de rendement. À l'usine de calibre, une jauge mal étalonnée signifiait un canon incapable de chambrer un obus. Les enjeux n'étaient pas les mêmes. Le geste, lui, était identique. À travers des gants de coton, elle pouvait percevoir une variation de 5 millionièmes de pouce. Les superviseurs la testèrent encore et encore. Ils ne lui expliquèrent jamais pourquoi. Ils se contentaient de recommencer. Hélène travaillait sur l'équipe du soir de 18h à 2h du matin. 8 heures. Aucune pause, sauf pour le thé. À minuit, son poste de rodage se trouvait dans un angle de l'atelier, près des fenêtres. Les vitres étaient occultées, mais l'hiver, le froid s'infiltrait. La température autour de son poste descendait de 3 degrés en dessous de la norme de l'atelier. Elle le signala une fois. Rien ne changea. Alors elle s'adapta. Elle porta 2 pulls, glissa une bouillotte sous son tablier entre 2 opérations. Les inspecteurs remarquèrent que ses calibres étaient systématiquement plus proches de la cote nominale que ceux des autres. Ils pensèrent qu'elle avait de la chance. Ce n'était pas le cas, elle compensait inconsciemment le gradient de température. En octobre 1941, une série de jauges de filetage échoua au contrôle. Toutes, 72 pièces, 6 jours de travail perdu. L'écart mesuré atteignait 3/10 millièmes de pouce, tolérable pour la plupart des usages civils, pas pour ce dont la Grande-Bretagne avait besoin. Fenton convoqua une réunion. Les opérateurs de rectification jurèrent que leurs machines étaient incorrectement étalonnées. Les inspecteurs confirmèrent les résultats. Personne ne trouvait l'origine de l'erreur. La réunion se tint dans le bureau du contremaître. 12 personnes, debout, faute de place. Fenton posa ses questions avec méthode. Quand les pièces avaient-elles été rectifiées ? Mardi soir. Quand avaient-elles été mesurées ? Mercredi matin. Quelle était la température de l'atelier pendant la rectification ? 68 degrés. Pendant la mesure, 68 degrés aussi. Tout concordait. La logique tenait. Et pourtant, les calibres étaient faux. Hélène se tenait au fond de la pièce. Elle n'aurait pas dû être là.
Les opératrices de rodage n'étaient pas conviées aux réunions techniques, mais son chef d'équipe lui avait demandé de venir. Elle écouta pendant 20 minutes. Puis elle leva la main. Fenton la remarqua et lui fit signe. Elle était la plus jeune de la salle. Elle parla doucement. Elle suggéra que la température de l'atelier de rectification avait baissé pendant la nuit. Les calibres avaient été mesurés alors qu'ils étaient encore chauds. En refroidissant, ils s'étaient contractés. La pièce devint silencieuse. L'un des opérateurs de rectification commença à protester. Fenton leva la main. Il se dirigea vers l'armoire à dossier, en sortit le registre. L'atelier de rectification tenait un relevé de température, consigné toutes les 4 heures. Mardi soir, 68 degrés à 22 heures, mercredi matin, 65 degrés à 6 heures, 3 degrés de moins. L'équipe de nuit ne l'avait pas remarqué. Celle du matin avait supposé que la température était restée stable. Fenton fit le calcul sur une feuille. L'acier se dilate d'environ 6 millionièmes de pouce par pouce et par degré Fahrenheit. Un calibre d'1 pouce, qui refroidit de 3 degrés, se contracte de 18 millionièmes. 3 10 millièmes de pouce. Exactement l'erreur observée. Il regarda Hélène et lui demanda comment elle avait su. Elle répondit qu'elle ne le savait pas vraiment. Elle avait simplement remarqué que son poste était toujours plus froid la nuit. Elle avait supposé que l'atelier de rectification devait connaître le même problème. Fenton la remercia et mit fin à la réunion. L'erreur fut corrigée. La température de l'atelier fut surveillée de plus près. Les calibres rejetés furent repris et rectifiés à nouveau. La production redémarra. Hélène n'en parla plus jamais. Fenton non plus. Mais 2 semaines plus tard, elle fut promue inspectrice principale. Non parce qu'elle avait résolu le problème, mais parce qu'elle avait remarqué une variable que personne d'autre n'avait pensé à mesurer. C'était cela, aux yeux de Fenton, la compétence la plus précieuse. Pas le savoir, l'attention. Avant la fin de la guerre, Hélène certifierait personnellement plus de 30 000 calibres. Aucun des siens ne faillit jamais sur le terrain. Cela ne figura dans aucun rapport officiel, mais tout le monde à l'usine le savait. Lorsqu'un lot revenait rejeté depuis un dépôt avancé, on regardait le poinçon de l'inspecteur. Si c'était celui d'Hélène, on supposait une erreur de montage, jamais une erreur de mesure. Et ils avaient toujours raison. Au début de 1942, l'usine produisait 1800 calibres par semaine. Des calibres tampons pour les canons, des calibres à bagues pour les douilles, des calibres mètres destinés à étalonner d'autres usines. Chacun portait un numéro de série, une date et un marquage de certification. Les calibres étaient expédiés dans des caisses en bois doublées de papier huilé. Ils partaient vers les usines d'armement d'Écosse, les ateliers aéronautiques du Sud, les chaînes d'assemblage de chars des Midlands et traversaient l'Atlantique vers le Canada et les États-Unis, où les normes britanniques et américaines convergeaient lentement, péniblement. L'effet était invisible mais total. Un moteur Rolls-Royce Merlin assemblé à Derby pouvait désormais recevoir un arbre d'hélice fabriqué à Détroit. Un fusil Lee Enfield, monté à Birmingham, pouvait accepter une culasse usinée à Toronto. L'interchangeabilité n'était plus une théorie. Elle était mesurable. Et elle était mesurée chaque jour par 5700 personnes dont la majorité du pays n'entendrait jamais parler. À l'hiver 1942, Coventry fut de nouveau bombardée. La Luftwaffe avait déjà ravagé la ville en novembre 1940, détruisant une grande partie du centre médiéval. Cette fois, les zones industrielles étaient visées. L'usine aéronautique Armstrong Whitworth fut touchée. Des incendies brûlèrent pendant 2 jours. Mais l'usine de calibre, à une trentaine de kilomètres au nord, à Manchester, resta intacte. Non parce qu'elle était cachée, mais parce que les Allemands ignoraient son importance. Ils voyaient que des cheminées d'usine. Ils ne voyaient plus pas ce qui se fabriquait à l'intérieur. La précision ne se photographie pas depuis le ciel. Les ouvriers restaient discrets. Ils ne parlaient pas de leur travail. Le secret n'était pas imposé par des gardes ou des clôtures, mais par l'humilité. Que dire au fond ? Je fabrique des calibres, je vérifie des mesures. Cela paraissait insignifiant, presque ennuyeux, et d'une certaine manière, c'était la même opération répétée 8000 fois. La même mesure confirmée de 7 façons différentes. C'était précisément cela, l'essentiel. La répétition était le but, la constance, l'arme, l'ennui, la victoire. En 1943, l'usine forma une seconde génération de travailleuses. Celles qui avaient commencé à la rectification enseignaient désormais aux nouvelles. Le savoir ne circulait pas par des manuels ou des conférences, mais par le toucher. Comment tenir un micromètre sans réchauffer son bâti ?
Comment nettoyer un calibre sans rayer sa surface? Comment reconnaître, au simple son, qu'une meule devait être ravivée? Ces compétences ne pouvaient pas être mises par écrit. Elles s'acquéraient lentement, au fil de milliers de répétitions. Arthur Fenton prit sa retraite en janvier 1944. Il avait 65 ans. Son successeur s'appelait Edward Gaines, 42 ans, ancien de Vickers Armstrong. Gaines avait d'autres idées. Il voulait automatiser l'inspection, remplacer le toucher humain par des comparateurs optiques. Fenton avait toujours résisté à l'automatisation. Il croyait aux mains, aux yeux et à la patience. Gaines croyait aux machines. Le premier comparateur optique arriva en mars 1944. Il projetait l'ombre agrandie d'un calibre sur un écran gradué permettant une lecture directe des dimensions, plus rapide que les micromètres, sans interprétation. Gaines était convaincu que cela transformerait la production. Ce ne fut pas le cas. Le comparateur était précis, mais incapable d'évaluer l'état de surface. Un calibre pouvait être dimensionnellement juste et échouer en service si sa finition était trop rugueuse. Les ouvrières le savaient, Gaines l'apprit à ses dépens lorsqu'un lot entier, validé par contrôle optique, échoua lors des essais sur le terrain. Il revint discrètement aux anciennes méthodes. Les femmes ne triomphèrent pas. Elles continuèrent simplement à travailler. Le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, exigea en 6 heures plus de munitions que la Grande-Bretagne n'en avait tiré en 6 mois en 1940. Chaque douille, chaque canon, chaque culasse avait été vérifié à l'aide de calibres fabriqués à Manchester. Si les calibres étaient des faux, les obus ne chambreraient pas. Si les obus ne chambreraient pas, des hommes mourraient. C'était aussi simple que cela. Les ouvriers ne regardèrent pas les actualités filmées. Ils n'en avaient pas besoin. Ils savaient ce que signifiait leur travail. À l'été 1944, des ingénieurs américains visitèrent l'usine. Ils faisaient partie d'une commission conjointe anglo-américaine chargée d'harmoniser les standards de mesure entre les sites de production alliés. Ils arrivèrent dans 2 voitures de service. 4 ingénieurs, tous venus de Détroit, tous issus de l'industrie automobile et de la production de masse. Costumes civils, mallettes à la main, courtois professionnels et visiblement sceptiques. Edward Gaines leur fit visiter les lieux. Il leur montra l'atelier de rectification, les postes de rodage, la zone d'inspection. Les Américains prenaient des notes, posèrent des questions sur les cadences, les temps de cycle, les taux de défaut. Gaines répondait avec prudence, il savait ce qu'il pensait. À leurs yeux, l'usine semblait lente, le processus paraissait inefficace. Trop d'opérations manuelles, trop de jugements humains, pas assez d'automatisation. La réunion était prévue à 14 heures. Gaines prit place en bout de table. Alan Carver fut invitée en tant que responsable du contrôle final. Elle s'assit près de la porte. Les Américains présentèrent leurs propositions. Ils avaient analysé le fonctionnement de l'usine et identifié ce qu'ils considéraient comme des gaspillages. Le principal problème, selon eux, était la surinspection. En Grande-Bretagne, chaque calibre était mesuré 7 fois. Leur solution, l'échantillonnage statistique. Contrôler un calibre sur 10, utiliser les probabilités pour estimer la qualité de l'ensemble du lot. Si l'échantillon était conforme, le lot l'était aussi. Gagner du temps. Augmenter la production, réduire les coûts de main-d'œuvre. L'un d'eux, Patterson, ingénieur chez Ford Motor Company, expliqua les mathématiques. Il utilisa un tableau noir, traça des courbes en cloche, parla d'écart type et d'intervalle de confiance. Si l'on contrôlait 10% d'un lot et que 99% de cet échantillon était conforme, on pouvait être sûr à 99% que 99% du lot l'était aussi. Les calculs étaient solides. Le raisonnement, irréprochable. Gaines écouta, sans laisser transparaître la moindre réaction. Patterson termina son exposé et se rassit. Gaines le remercia, puis se tourna vers Hélène et lui demanda si elle avait des questions. Elle en avait une. Elle demanda combien de défauts pour 1000 le système américain considérait comme acceptable. Patterson hésita. Il consulta ses notes. À 99% de confiance, le taux de défaut attendu serait d'environ 10 pour 1000. Parfaitement acceptable dans l'industrie automobile. Une pratique courante à Detroit. Hélène acquiesça, puis demanda ce qu'il se passait lorsqu'un calibre défectueux arrivait dans un dépôt avancé. Patterson répondit qu'il serait détecté lors de l'installation. Les calibres SAT étaient testés avant usage. Hélène demanda comment un mécanicien de terrain travaillant sous une tente en Afrique du Nord, sans équipement de mesure étalonné, pouvait tester un calibre. Patterson répondit qu'il supposait l'existence de moyens de contrôle dans les dépôts. Hélène lui dit que ce n'était pas le cas.
La plupart des mécaniciens testaient les calibres au ressenti. Si cela entrait serré, on considérait que c'était bon. Si un calibre défectueux passait ce test, il servait ensuite à contrôler des pièces de production. Chaque pièce mesurée avec ce calibre devenait alors fausse, tout en apparaissant correcte, puisque le calibre lui-même faisait office de référence. Patterson objecta que la probabilité qu'un calibre défectueux atteigne le terrain était faible. Hélène acquiesça. Environ 1%, dit-elle, puis elle lui demanda s'il accepterait de monter dans un avion dont 1% des boulons moteurs seraient défectueux. Patterson répondit que la comparaison n'était pas juste. Les calibres n'étaient pas des éléments critiques pour la sécurité. Hélène n'était pas d'accord. Un calibre défectueux servant à mesurer des douilles signifiait des obus qui ne chambrent pas, des armes qui s'enrayent au combat. Elle demanda si 10 armes bloquées sur 1000 étaient acceptables. Patterson ne répondit pas. Gaines mit fin à la réunion. Il remercia les Américains pour leurs suggestions et dit qu'il étudierait leurs propositions. Il ne le fit pas. L'usine continua à mesurer chaque calibre 7 fois. Le rapport américain conclut que les méthodes britanniques étaient dépassées, mais efficaces. La recommandation fut de laisser la Grande-Bretagne poursuivre selon ses propres protocoles. L'harmonisation attendrait la fin de la guerre. Hélène retourna à l'atelier d'inspection. Elle ne se sentait pas victorieuse, elle se sentait épuisée. Les Américains n'avaient pas tort. L'échantillonnage statistique fonctionnait dans l'automobile, dans les biens de consommation, dans tous les secteurs où l'échec était gênant mais non fatal. La production de guerre obéissait à d'autres règles. L'échec n'y était pas une nuisance. Il était mortel. Et il n'existait aucune formule capable de chiffrer le coût d'une vie perdue à cause d'une erreur de mesure. À la fin de 1944, l'usine avait produit plus de 200 000 calibres, suffisamment pour équiper toutes les grandes usines d'armement britanniques, canadiennes et une large part de l'industrie de guerre américaine. Le taux de rejet était tombé à 4%. Les ouvriers reconnaissaient un défaut au toucher avant même que le micromètre ne le confirme. La précision était devenue un réflexe. La guerre en Europe prit fin en mai 1945. L'usine ne ralentit pas. Le Japon combattait encore. Le théâtre du Pacifique exigeait les mêmes standards. Les calibres continuaient à partir. Les ouvriers continuaient à former. Le rythme ne se rompit jamais. Lorsque le Japon capitula en août 1945, l'usine reçut l'ordre de cesser la production sous 30 jours. On annonça aux travailleurs qu'ils seraient réaffectés, certains vers l'industrie civile, d'autres vers leur ancienne vie. Beaucoup de femmes furent simplement licenciées. Les hommes, lorsqu'ils rentreraient du front, auraient besoin d'emploi. C'était la logique. À Helen Carver, on proposa un poste de simple employée aux archives. Elle refusa. Avec 2 autres femmes de l'usine, elle ouvrit un petit atelier d'outillage et de matrices à Salford. L'entreprise survécut jusqu'en 1987. Arthur Fenton mourut en 1949. Sa nécrologie, publiée dans le Manchester Guardian, évoquait son travail dans l'ingénierie ferroviaire. Elle ne mentionnait pas les calibres. Edward Gaines partit s'installer aux États-Unis en 1950. Il travailla pour Ford Motor Company jusqu'à sa retraite en 1968. Il ne parla jamais publiquement de l'usine de calibre. Lorsqu'on l'interrogeait sur son rôle pendant la guerre, il répondait qu'il avait été dans l'administration. C'était techniquement vrai et totalement dénué de sens. Le bâtiment de l'usine existe toujours. Il a été reconverti dans les années 1960 pour des activités industrielles légères. Aujourd'hui, une entreprise de logistique l'occupe. Des colis, des palettes. Les machines de rectification furent revendues à la ferraille en 1952. Les plaques de référence, ces surfaces parfaitement planes, grattées à la main pendant 14 jours chacune, furent redécouvertes dans une casse en 1978. Un outilleur reconnut immédiatement ce que c'était. Il en acheta 3 pour 20 livres. Elles sont toujours planes, toujours exactes, toujours utilisables. La précision ne s'use pas. Elle existe ou elle n'existe pas. Et pendant 4 ans, dans une usine dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, 5700 travailleurs l'ont rendue réelle. 10 millièmes de pouce après 10 millièmes de pouce. Ils n'ont pas vaincu la Luftwaffe, ils n'ont pas débarqué sur les plages, ils ont mesuré du métal. Et en le mesurant correctement, ils ont rendu tout le reste possible. Les calibres qu'ils ont fabriqués ont disparu, usés, remplacés, devenus obsolètes. Mais le principe, lui, demeure. L'interchangeabilité, la normalisation. L'idée qu'une pièce fabriquée en un lieu
doit pouvoir s'adapter à une machine construite ailleurs. Ce n'est ni britannique, ni américain, ce n'est même pas une invention de guerre. C'est une idée née en 1841, à l'époque de Whitworth, portée à l'échelle de la guerre industrielle, mise en œuvre par des gens qui avaient compris que la victoire n'est pas bruyante, elle est exacte. Si cette histoire t'a semblé utile, partage-la, ce sont ces personnes que l'on oublie. Celles qui n'ont pas volé, pas combattu, pas prononcé de discours. Elles ont fait en sorte que les choses s'assemblent. Et parce qu'elles l'ont fait, ceux qui volaient et combattaient avaient du matériel qui fonctionnait. Voilà l'histoire. Pas l'héroïsme, la précision. Le dernier calibre produit à l'usine de Manchester fut terminé le 14 septembre 1945. C'était un calibre à bague, filetage Whitworth standard britannique, diamètre d'1/4 de pouce, 20 filets par pouce. Il fut mesuré 7 fois. Il fut conforme, enveloppé dans du papier huilé, placé dans une caisse en bois, puis expédié vers un dépôt de stockage dans le Shropshire. Il ne servit jamais. La guerre était finie. Quelque part dans les réserves d'un musée, dans le tiroir d'un outilleur ou dans un entrepôt oublié, ce calibre existe encore. Toujours exact, toujours parfait, toujours prêt à prouver que quelque chose, quelque part, a été fabriqué sans compromis. Les femmes et les hommes qui l'ont réalisé ont disparu. L'usine est silencieuse. Mais la mesure, elle, demeure. Un 10 millième de pouce, exactement. Voilà l'héritage, pas la gloire, pas la renommée, la justesse. Et en temps de guerre, la justesse est tout.